Mettez-vous en ligne, quittez ici. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Connectez-vous. Connectez-vous rapidement. On va se laisser, c'est très important. Je suis peut-être en retard dans ce direct, mais il le fallait parce que, voilà, c'est maintenant que j'ai eu le temps. Il fallait qu'on fasse le direct. Donc, mettez-vous en ligne. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Quittez ici. Ouais, Ahmed Niakate. Big up à vous. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous, quittez ici. C'est très important. J'espère que vous allez très bien. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner massivement, partagez le direct. Et n'oubliez pas de me donner mes étoiles. Alain Sadio, on est là. Soyez présents. Nassi Yao, big up à vous. Idriss Ali Bamba. Ngozona, voilà. L'incontournable, c'est lui-même. Alors, donc, sans trop tarder, j'aimerais rentrer dans le but du sujet. Voilà, donc il est 0h1 minute. Donc, nous sommes déjà. Aujourd'hui, combien là? Aujourd'hui est déjà le 18 juin. Donc, bonjour à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Diagué complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Bonbon, laisse-moi mourir 5 un plaid droit, El Padrino Camarades ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la coupure du gaz venant de la Russie vers la France. C'est très important. Pourquoi la Russie a coupé le gaz à la France? On va parler de ça et ensuite l'adhésion de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça change? C'est de ça qu'on va parler. On va parler de ça. Et donc, prêtez bien les oreilles. Atia. Vous avez appris aujourd'hui, vendredi, j'ai dit bien aujourd'hui, vendredi, que la Russie, la grande société Gazprom, a coupé le gaz qui passait dans le gazoduc qui quitte en Allemagne vers la France, la société gazière russe appelée. Ce qui se passe. Oui, je le dis parce que c'est très important. Ça concerne l'Afrique. Vous savez que la Russie a été sanctionnée par les pays membres de l'UE ainsi que les pays membres de l'OTAN qui se sont coalisés pour sanctionner la Russie sur le plan banquier, sur le plan économique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Entre la Russie et les pays membres de l'Union européenne, il y a des contrats depuis la chute de l'Union soviétique qui permettaient à la Fédération de Russie de livrer le gaz à l'Europe, mais à bas prix. Et donc, ce sont des contrats à longue durée. Dans le contrat, il n'était pas signifié comme quoi, s'il y avait un souci, ou bien une mésentente entre les deux côtés, il fallait qu'un bloc les avoirs de la Banque centrale de l'autre. Chose que les Européens ont fait. C'est-à-dire, quand la Russie a eu, quand la Russie a commencé à mener son opération spéciale en Ukraine, toute l'Europe s'est mise du côté de l'Ukraine pour confisquer les avoirs de la Banque centrale russe. Or, le problème ukrainien ne regardait pas les Européens, mais ils ont sauté sur l'occasion parce que pour eux, c'était une manière de détruire l'économie russe et de faire tomber Poutine. Pourquoi? Parce que pour eux, Poutine leur met les bâtons dans les roues à travers d'autres opérations dans le monde. Que ce soit en Syrie, au Mali, en Centrafrique,
en Libye, hein, au Mozambique, au Soudan, parce que la junte au pouvoir au Soudan là est soutenue par la Russie. Donc tout ça là, ça énerve l'UE, ça énerve les États-Unis d'Amérique. Donc il fallait coûte que coûte faire chuter le régime de Poutine. Alors ils ont saisi l'opportunité pour déclencher une guerre commerciale à la Russie. Et dans cette guerre commerciale, ils ont décidé de bannir la Russie du système SWIFT. Donc c'est le système SWIFT, c'est un mécanisme qui est l'intermédiaire entre deux banques en fait. Et c'est grâce à ce mécanisme que quand tu envoies l'argent d'un point A à un point B, l'argent arrive à bon port immédiatement sans prendre assez de temps. Et ce système SWIFT est contrôlé par les Occidentaux, c'est-à-dire les Anglo-Saxons. Ils sont dans le camp occidental. Donc en disant que bon, ils ont supprimé la Russie du système SWIFT, la Russie n'a plus le droit de commercer avec les autres banques du monde qui utilisent le même système. Et ils ont dit qu'ils interdisaient une commercialisation entre la Russie et les Européens, c'est-à-dire en matière au niveau des banques. Donc les banques qui étaient des banques intermédiaires entre la Russie et l'Union européenne, quand l'Union européenne paye son gaz, donnait l'argent à certaines banques européennes et ce sont ces banques européennes-là ensuite qui convertissaient leur argent en trucs pour donner ça aux Russes. Donc suite à ces sanctions, ils ont dit bon, il ne faut plus ces banques vont coopérer avec la Russie. Donc qu'est-ce que l'Union européenne faisait? Tout ce temps, elle consommait le gaz russe. En retour, elle prend l'argent, elle paye ce gaz auprès des banques européennes. Et comme la Russie est sanctionnée et la Russie n'est plus dans le système bancaire international appelé le système SWIFT, alors quand les pays membres de l'UE donnent l'argent aux banques européennes qui coopéraient avec les banques russes, alors ces banques européennes disent bon, la Russie est sous sanction, donc on ne peut pas donner l'argent. Et donc l'argent revient dans les caisses des pays membres de l'UE. Est-ce que vous comprenez leur plan? Donc c'est un vol à grande échelle qu'ils ont organisé en fait. Donc c'est-à-dire ils prenaient le gaz russe gratuitement sans payer ça. Et c'est ce que Poutine a vu. Il a dit bon, je ne peux pas couper le gaz comme ça aux pays européens, puisqu'il n'est pas ce que les gens pensent qu'il est. S'il coupait comme ça le gaz, non seulement ça allait toucher les citoyens européens qui n'ont rien demandé en fait, parce que parmi les citoyens européens, il y a des gens qui aiment Poutine, il y a des gens qui aiment la Russie. Et donc il a dit, bon, si c'est le cas, il a vu les banquiers russes pour leur demander de mettre un système en pied pour exiger à ce que tous les pays qui aimeraient acheter le gaz, les pays inamicaux qui aimeraient acheter le gaz russe, puissent acheter directement en rouble. Et c'est ce qu'il a mis sur pied. Les pays européens étant habitués au vol organisé, d'autres ont refusé. Ils disent non, 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 eux, ils ne payent pas en rouble. Ils vont continuer à payer en euros parce que quand ils payent en euros, l'argent leur revient en fait. L'argent ne va pas en Russie. Les banques européennes bloquent l'argent et ils retournent cet argent aux pays qui ont payé. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça arrangeait ces pays-là. Et ils disaient non, il y a un contrat entre nous, nous on va continuer à payer en euros. Sachant bel et bien que quand ils continuent à payer en euros, les Russes n'obtiennent pas leur argent et cet argent qu'ils ont, ces pays membres de l'UE ont pris pour acheter le gaz, les banques européennes leur remboursent ce même truc, ce même argent. Donc ça leur plaisait de bouffer, consommer le gaz russe gratuitement sans donner quoi que ce soit à la Russie. C'est là Poutine a dit, mais vous ne pouvez pas nous sanctionner, vous ne pouvez pas nous mener une guerre contre nous et vous voulez consommer notre gaz gratuitement. Non, nous ne pouvons pas continuer. Donc, pas de rouble, pas de gaz. Quand le système a été mis sur pied, la Pologne a dit non. La Bulgarie a dit non. La Russie a coupé. Bulgarie, Pologne. La Finlande a dit non. Poutine a coupé. Quel pays encore? Je pense que le Danemark a dit que Poutine a coupé là-bas. Donc, la France, qui elle aussi paye une partie du gaz russe. Quand on dit non, la France ne dépend pas en matière d'énergie, c'est des mensonges. Je vais vous dire, faut pas, ils vont vous mentir.
Ce sont des vrais mensonges. La France dépend aussi de l'énergie russe. Dans quel domaine? Non seulement dans le domaine pétrolier, la France dépend de la Russie à 17%. Mais dans le domaine du nucléaire, oui, parce que pour faire fonctionner les centrales nucléaires en France là-bas, il faut de l'uranium enrichi. Et l'uranium enrichi, la Russie vend une très grande partie à la France. C'est ce que les gens ne vous disent pas. La Russie vend de l'uranium enrichi aux États-Unis pour permettre aux Américains d'avoir l'électricité. Et les Américains font fonctionner leurs centrales nucléaires grâce à l'uranium enrichi qui vient de la Russie à 40%. Donc, c'est-à-dire, ce que vous voyez, les États-Unis d'Amérique, ils crient là, ils payent l'uranium enrichi en Russie. 40% de leur uranium qui leur permet d'avoir l'électricité là, ça vient de la Russie. Donc la Russie ne vend pas uniquement le charbon, le gaz et le pétrole. La Russie vend aussi de l'uranium enrichi qui permet au pays de faire fonctionner leurs centrales nucléaires. Eux, ils ne vous disent pas. Donc quand la France s'exhibait, non, on n'a qu'à mettre embargo sur le pétrole russe, le charbon russe et le gaz russe. Mais la France ne touche pas du côté nucléaire. Elle fait la promotion du nucléaire. Mais à un moment donné, l'Allemagne avait dit, bon, le nucléaire aussi, on va mettre pression, on va mettre embargo. Les Français ont refusé. Est-ce que vous comprenez même? Les Allemands ont dit, bon, si vous voulez qu'on mette embargo sur le gaz russe pour ne plus que les pays membres de l'UE achètent le gaz russe, mais on va aussi mettre embargo sur le nucléaire russe pour ne plus que la Russie envoie du nucléaire en Europe. Les Français ont dit non, 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 ça ne concerne pas le nucléaire parce qu'eux, ils dépendent du nucléaire en France là-bas pour leur énergie. C'est ce que les gens ne vous disent pas. Mais on laisse, si la Russie veut faire du mal à la France qui crie là, elle peut dire, bon, je ne vous donne plus le nucléaire enrichi, l'uranium enrichi. Je coupe le gaz, je coupe l'uranium enrichi. Donc les centrales nucléaires françaises auront du mal à fonctionner. Parce que ce n'est pas seulement l'uranium du Niger là qui va faire fonctionner tous les centrales nucléaires de la France. Ainsi que l'uranium du Kazakhstan. Il faut les enrichir. Quand tu exploites là, il faut enrichir ça, il faut transformer ça avant d'utiliser ça. Et la Russie, c'est la Russie qui est maître dans ça, dans le monde. Eux, ils le savent. Mais comme la Russie ne réagit pas de la manière les pays européens réagissent, voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de pays parmi les pays membres de l'Union européenne utilisent toujours l'uranium enrichi de la Russie, utilisent toujours le pétrole russe, et ils utilisent le gaz russe. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la Russie a coupé le gaz russe? C'est très important. Parce qu'ils vont crier sur tous les toits pour dire non, la Russie utilise le gaz, l'énergie pour faire du chantage. Mais en réalité, c'est eux qui font du chantage sur l'énergie russe. Ils ont dit non, la Russie gagne son argent à cause des trucs du pétrole et du gaz. Donc ils vont couper ça pour asphyxier et détruire le financement des trucs du système militaire russe, afin que les Ukrainiens gagnent la guerre. Et donc la France s'était dit, bon, l'année prochaine, elle va couper tout approvisionnement du gaz russe sur son territoire. Et elle va aller acheter le gaz américain. Il n'y a pas de souci. Et ils avaient conclu qu'ils allaient acheter en roubles. Mais vous savez que le mois passé, la France a utilisé les 17% de gaz que la Russie donne à la France là. Ils ont utilisé ça, ils n'ont pas payé. C'est ça la vérité en fait. C'est ce que les médias ne vont jamais vous dire. Le mois passé là, ils ont utilisé le gaz russe. La Russie fournit 17% du gaz français. La France a utilisé ça et refuse de payer. Et donc, il y a un retard de paiement. Or, nous sommes dans le mois de juin. Juillet approche. Donc, le mois de mai, là, non seulement ils n'ont pas payé la facture, nous sommes dans le mois de juin, et ils sont là, c'est pas sûr qu'ils payent. Et donc, la Russie a dit, bon, vous êtes au devant d'une mission
pour sanctionner la Russie, vous faites une campagne pour diaboliser la Russie. On vous donne le gaz, vous utilisez le gaz, vous gagnez des milliards parce qu'ils gagnent des milliards sur ça. Hein. Ah oui, quand ils prennent l'énergie et tout, l'État bénéficie parce que les citoyens ils payent les factures. Et en retour, lui qui leur donne cette énergie-là, ils ne veulent pas payer l'argent. Donc le mois de mai, la France n'a pas payé en roubles. La France a refusé de payer. Nous sommes en juin et la France est ambiguë. Et ce qui a énervé Poutine, c'est hier, quand Macron était devant Scholz avec Draghi et consorts, ils sont partis en Ukraine pour dire ils vont leur donner des armes et tout. Il a dit bon, vous, c'est vous qui ne payez pas gaz. Je vous donne le gaz, vous utilisez ça. Et c'est vous encore qui êtes en truc chaud pour alimenter. Donc, bon, à partir de maintenant, je coupe le gaz à la France. Démerdez-vous. L'année prochaine que tu attends, que la France attendait pour se préparer et avoir le gaz américain ainsi que d'autres gaz, trucs norvégiens ou le gaz du Qatar, l'année prochaine ne va pas arriver. Cette année-là, je coupe. Donc, Poutine a décidé, il a demandé à ces sociétés de couper le gaz à la France. Et donc, les Français n'ont qu'à se démerder. Donc, le problème, là, ça y est, là-bas, en France, là-bas. J'ai appris que non, ils veulent interdire les véhicules de circuler dimanche à cause d'un truc de problèmes d'énergie, à cause des problèmes de carburant. Est-ce que vous comprenez même? Et ils disent non, ils n'ont qu'à rouler 10 km en moins. Ils veulent maintenant prendre des décisions qui vont affecter réellement leur peuple à cause d'une politique de trucs. Ah, nos valeurs. Je ne comprends pas. De nos jours, là, c'est une question d'intérêt, ce n'est plus une question de valeur. C'est une question d'intérêt, ce n'est plus une question de valeur. Eux, ils sont encore dans l'esprit colonial. Imposer ce que les autres ne veulent pas. C'est-à-dire, ce qu'eux, ils veulent imposer ça à l'humanité tout entière. Parce qu'ils pensent qu'ils sont le centre du monde et qu'ils ont été envoyés par Dieu pour gouverner le monde. Donc, leur vision, c'est ce qu'ils appellent leur valeur. Ils doivent imposer ça au reste du monde. Et donc, pour ça, s'ils doivent faire crever leur peuple, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Mais comme leur peuple ne sont pas habitués à la faim, à la misère, leur propre peuple risque de se révolter les jours à venir pour protester parce qu'ils vivaient à l'aise. Ils bénéficiaient de tout et tout d'un coup, tout va se casser. Ils ne vont pas accepter ça. Pour eux, là, ça sera très, très difficile. Et donc, il se peut qu'ils se révoltent pour prendre les rues, commencer à tout casser pour que leurs dirigeants prennent conscience pour dire, ah, ce qu'on vient de faire là, c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici ce qui se passe réellement. Faut pas, ils vont vous mentir que non, la Russie coupe le gaz. Mais la Russie coupe le gaz là, pourquoi? Pourquoi la Russie n'a pas coupé le gaz à l'Allemagne? Pourquoi la Russie n'a pas coupé le gaz à la Hongrie? Puisque l'Allemagne aussi livre des armes, n'est-ce pas? Est-ce que l'Allemagne là ne donne pas des armes en Ukraine? L'Allemagne donne les armes. Et puis c'est pas tout. La Russie a coupé. Il y a des pays qui sont contre la Russie, mais la Russie leur donne toujours le gaz. Parce que ces pays, est-ce que l'Italie ne livre pas les armes? L'Italie donne des armes, non? Cela n'empêche pas la Russie de donner le gaz aux Italiens. La République tchèque donne des armes. Eux-mêmes, leur armerie, c'est-à-dire leurs usines de fabrication d'armes, ils ont encore les systèmes soviétiques. Donc, chez eux, là-bas, c'est là-bas ils fabriquent les obus, tout ça là. Ils envoient ça en Ukraine parce que leurs armes qu'ils fabriquent sont pareilles que les armes ukrainiennes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que la Russie a coupé le gaz à la République tchèque? Non. Ça continue toujours. Est-ce que la Russie a coupé le gaz à la Turquie? C'est pas Erdogan qui donne Bayraktar, les drones et tout ça. Mais non seulement il lui donne en pétrole, il lui donne... La Russie donne pétrole
aux Turcs, donne le gaz aux Turcs et donne du blé aux Turcs. Et construit même un grand central nucléaire en Turquie. Vous ne le savez pas. Pour permettre aux Turcs d'avoir suffisamment d'énergie. Et quand ce central nucléaire va être fini, c'est la Russie encore qui va donner de l'uranium enrichi aux Turcs pour faire fonctionner les centrales nucléaires. Et donc, il y aura des techniciens russes pour veiller au bon fonctionnement de ces centrales nucléaires. Est-ce que la Russie n'a pas vendu des systèmes de défense antiaérienne S-400 à la Turquie? Mais il y a des spécialistes russes en Turquie. Donc, ce n'est pas une question de dire la Russie déteste la France. Non, c'est parce que les Français, ils veulent se comporter de la manière ils se comportent comme envers les Africains, bouffer cadeau sans rien payer en fait. Mais avec la Russie, c'est pas comme ça. Soit tu bouffes, tu payes, tu ne bouffes pas, tu bouffes, tu ne payes pas, on te coupe le gaz, c'est clair. Avec Poutine, c'est clair. Donc voici ce qui a poussé la Russie à couper le gaz. Et donc les Français et les ressortissants des autres pays qui vivent en France, vraiment, ils doivent déjà commencer à comprendre que les jours à venir, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Ils parlent beaucoup. Les Français parlent beaucoup, mais peu de solutions. Et l'Afrique risque de souffrir parce qu'ils seront en quête d'énergie. Ils ne vont pas s'amuser avec les États africains. Et donc, le peu d'énergie que nous avons en Afrique, ils vont tout racler pour amener ça en France. Et nous, en Afrique, on risque de manquer de pétrole, on risque de manquer de gaz. Il se peut que ceux qui ont la cuisinière dans les grandes villes en Côte d'Ivoire risquent d'avoir problème de trucs de bouteilles de gaz. Parce que la France va vouloir racler tout ça pour amener ça en France, pour permettre à leur population de mieux vivre. Et en Afrique, on va souffrir. Donc, les Africains, ayez vos regards sur vos différents dirigeants. Si vous constatez que du gaz manque dans vos pays, demandez à vos dirigeants là où est-ce qu'ils ont amené le gaz là. Parce que le gaz, une partie du gaz qui était donné par la Russie vient d'être coupée. Donc la France sera dans l'obligation de chercher ça dans l'immédiat. Et l'immédiat là, c'est l'Afrique. Donc, Africains, Africaines, soyons prêts. Et n'enlevons pas le regard sur cette affaire. Je vais m'hydrater la gorge et on va poursuivre. Alors, l'entrée de l'Ukraine dans l'UE, qu'est-ce que ça change réellement? En réalité, ça ne change rien. En réalité, là, ça ne change rien. C'est pas parce qu'ils ont annoncé, même s'ils accordaient la candidature à l'Ukraine pour son entrée à l'Union européenne, cela ne va pas arrêter l'opération spéciale de la Russie sur le territoire ukrainien. Est-ce que vous comprenez même? C'est-à-dire, si Poutine, dans ses calculs, il n'avait pas pour ambition de prendre Odessa, de la manière dont les Européens commencent à dire, bon, l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne, Poutine sera dans l'obligation de prendre Odessa pour empêcher, au cas où l'Ukraine rentrait dans l'Union européenne, pour empêcher l'Ukraine d'avoir accès à la mer Noire, pour ne pas que les navires de l'Union européenne, les navires de l'OTAN, sous couvert de trucs de l'Union européenne, viennent faire chanter la Russie dans la mer Noire en disant que non, l'Ukraine est un pays membre de l'UE et donc les navires des pays membres de l'Union européenne ont le droit de rentrer dans la mer Noire. Or, ça sera des navires de l'OTAN déguisés en navires des pays membres de l'UE qui vont venir collecter des renseignements des ports de Sébastopol, des ports de trucs pour venir faire chier les Russes. Et donc, en voyant cela, Poutine sera dans l'obligation. C'est une obligation. Il va vouloir prendre Odessa et laisser le reste de l'Ukraine rentrer dans l'Union européenne. C'est ce qu'il va faire. Il sera dans l'obligation de le faire. Donc, ça ne change rien. Si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, Poutine il sait qu'il va atteindre ses objectifs. Avant d'arrêter l'opération spéciale, il va vouloir occuper Odessa, le grand Est et le grand Sud. Il va occuper ça. Maintenant, il va laisser le peu, l'autre Ukraine qui reste là. Il va dire, rentrer dans l'UE. C'est vous, Union européenne, qui allez souffrir. Puisqu'il va prendre les terres arabes
hein, les ports, c'est-à-dire les parties qui sont riches là, il va récupérer là-bas. Et maintenant, la partie qui est pauvre, il va laisser ça à l'Union européenne. Donc, c'est l'UE qui va toujours miser pour aider les Ukrainiens. Ils vont leur donner de l'argent et ça va affaiblir l'Union européenne. Donc, Poutine, il sait ce qu'il veut. Lui, il a dit il n'a pas de problème avec l'Union européenne. Lui, son problème, c'est l'histoire de l'OTAN. Il ne veut pas voir l'OTAN se planter en Ukraine. C'est ce qu'il a dit. Il dit tant que l'OTAN ne fout pas son nez en Ukraine, il n'y a aucun souci. Si c'est l'Union européenne, si c'est ce que les Ukrainiens veulent, il n'y a pas de souci, ils peuvent aller. Mais cette histoire de l'OTAN, il ne veut pas voir l'OTAN en Ukraine. Que l'Ukraine fasse partie de l'Union européenne. Et puis, suite à ça, ils veulent faire intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Poutine ne va pas accepter ça. Il dit qu'il va s'opposer. Ou bien les autres Russes qui vont venir plus tard pour être dirigeants de la Russie, ils vont s'opposer. Ils n'accepteront jamais que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. C'est clair. Donc, ils sont clairs dans leurs bottes. Maintenant, les Occidentaux, au lieu de dire la vérité, ils disent non, c'est parce que Poutine a peur de la démocratie. Il ne veut pas que l'Ukraine devienne un pays démocrate. Voilà pourquoi il a attaqué l'Ukraine. Mais ils ne vont jamais dire pourquoi ils ont attaqué l'Ukraine. C'est parce que l'OTAN était en train de construire des bases militaires sur le territoire ukrainien avec des centres de recherche biologique, militaire, offensive, où il faisait des trucs, des moustiques. Il transformait des moustiques en moustiques, en trucs tueurs. C'est des moustiques. Voilà. Biologiquement, il transforme ça. Et ces moustiques-là, quand ça te pique, ah tiens, c'est la mort. Ça te donne une maladie que tu n'as jamais vue. Et ça là, les Russes ont dit non, pas question, on ne veut pas de l'OTAN à nos frontières. Voilà. Donc Zelensky ne voulait pas écouter. Ils lui ont fait comprendre que dit aux gens de l'OTAN, leurs bases qui sont là, ils n'ont qu'à démanteler, ils n'ont qu'à quitter l'Ukraine. Zelensky voulait se jouer les durs. Poutine a dit bon, on n'a plus de choix, puisque vous et les pays membres de l'OTAN, vous ne voulez pas nous écouter, mais c'est opération spéciale qui va vous faire attendre raison. Donc voilà pourquoi ils ont déclenché cette opération spéciale qui est en cours. Donc voilà, il faudrait que ça soit clair. Oui, il dit par la négociation ou par la guerre. Donc il va atteindre ses objectifs. Parce que d'ici, l'Ukraine va adhérer au sein de l'Union européenne, ça va prendre du temps. C'est une statut de truc de candidat pour faire partie de l'UE. Mais avant de faire partie de l'Union européenne, ils vont vouloir contrôler l'Ukraine. C'est ça. C'est-à-dire, politiquement parlant, l'Ukraine ne peut plus être indépendante. Ils vont vouloir contrôler l'Ukraine. Dire, bon, il faut arranger ça. Et donc, ils vont envoyer des experts pour dire aux Ukrainiens ce qu'ils doivent faire. Donc, en un mot, c'est à eux. C'est l'Union européenne maintenant qui va dicter la politique. Qui va dicter la politique ukrainienne. Et donc, l'Ukraine perd sa souveraineté totalement dans le seul but d'être accepté au sein de l'Union européenne. Les Ukrainiens, ils sont en retard parce qu'un nouveau monde se dessine. Ils sont là à détruire leur pays. Mais imaginons que si demain l'Union européenne se désintègre, ou bien il y a le chaos total en Union européenne, et que l'alliance Chine, Russie, Inde, Iran, Afrique du Sud, Brésil, tous ces trucs pays-là, si ces pays-là émergent et deviennent réellement un lieu d'attraction, qu'est-ce que les Ukrainiens vont faire? Ils vont devenir quoi? Comment ils vont se regarder dans un miroir? Je pense qu'ils vont regretter. Ils ne vont plus dire non, ils quittent encore l'UE pour rentrer de l'autre côté. Parce que le jour où ils vont encore se dire ça, il aura encore l'UE va leur déclencher, déclarer la guerre. Pour dire c'est pas comme ça. Vous n'allez pas partir. Vous nous devez. On a trop misé sur vous. Et donc, dans ça, là, ils vont encore se tirer une balle dans le pied. Vous comprenez? Donc, ça ne dérange pas Poutine. Il va atteindre ses objectifs. Lui, il va prendre une partie de l'Ukraine. Le reste, si le reste veut intégrer l'Union européenne, il n'en a rien à foutre. Ce qui est sûr, c'est qu'il voulait, il va atteindre ça. Donc, il faudrait que ça soit clair. Et concernant les opérations qui sont en cours, on dit non, la Russie a utilisé 35% de ses matériels militaires. C'est du n'importe quoi. La Russie a utilisé 10% de ses matériels militaires. Ça n'a rien à voir avec 35%. 35%, pourquoi vous refusez des trucs d'intervenir militairement? Allez-y, vous allez voir.
s'ils ont utilisé tout leur matériel ou pas. C'est là que vous allez sentir. Allez-y, vous allez attaquer pour voir. Si la force de frappe russe, c'est hein, c'est ça qui est là. Et vous allez signer réellement que non, la Russie n'a pas encore montré sa vraie force de frappe. Je pense qu'il y a un général italien qui a dit les Européens n'ont qu'à faire très attention. Ils n'ont qu'à éviter de titiller trop la Russie. Parce que le fait de pousser les Russes hein, dans leur dernier retranchement, ils vont devenir très très violents et ça risque d'échapper aux Européens. Donc ils n'ont qu'à faire très attention. Même Joe Biden qui a dit non, il mise un truc à 1 milliard d'aide et trucs. Et il a même dit au secrétaire général, truc, non, je dis secrétaire général, au général de l'armée américaine, comment il s'appelle? C'est le secrétaire de l'État américain, le noir là, Faustin, quelque chose là. Suite à sa déclaration disant que non, ils vont soutenir l'Ukraine jusqu'à l'Ukraine va gagner la Russie, il a critiqué, il a dit non, ils n'ont qu'à faire doucement. Le président américain, il a dit à ses généraux, s'ils s'expriment sur la Russie, qu'ils parlent doucement, qu'ils parlent avec intelligence, parce que le fait de dire ces genres de choses, pour dire ils vont tout faire pour battre la Russie va considérer comme quoi c'est l'Amérique qui fait la guerre à la Russie et la Russie risque de devenir très violente et utiliser d'autres armes qu'elle n'a pas encore utilisées. Et donc, quand ils parlent de la Russie, ils n'ont qu'à faire doucement. Donc, eux-mêmes, ils commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre petit à petit. Exactement. Ils n'ont qu'à aller sur le terrain intervenir pour voir si c'est réellement 35% qu'ils ont utilisé ou bien si c'est 10%. Ils vont apprécier. Donc tout le monde comprend que la Russie est un pays surarmé. Parce que les pays membres de l'OTAN, eux tous, leur stock de trucs d'armes, ils ont tout vidé. Hein. Ils ont donné ça à l'Ukraine. Malgré qu'ils ont tout vidé. La Russie n'a même pas encore demandé aide à un pays quelconque. Elle utilise ses propres moyens militaires. Et les pays européens, ils manquent maintenant de trucs d'armes, d'autres manquent de munitions. Des pays qui sont membres de l'OTAN, ils ont déjà vidé leurs armes qu'ils avaient. La Pologne pleure maintenant, la Pologne demande des armes à leurs alliés pour dire, eux ils n'ont plus d'armes, ils ont tout donné aux Ukrainiens, maintenant il ne leur reste plus rien, leurs alliés n'ont qu'à leur venir en aide pour les équiper. Vous comprenez? Donc un pays qui est grand comme la Pologne a pris toutes ses armes pour donner ça aux Ukrainiens. Mais malgré ça, là, ça n'avance pas. La France a donné, l'Allemagne a donné, l'Italie a donné, l'Australie même a donné, la Nouvelle-Zélande a donné, la Turquie on n'en parle pas, le Canada on n'en parle pas, l'Angleterre, les États-Unis, eux tous, ces pays que je cite là, ils donnent seulement, ils donnent. Les Japonais apportent un truc leur savoir-faire. Malgré ce front commun global où chacun envoie sa technologie, ils remplissent l'Ukraine d'armes occidentales, d'armes asiatiques, d'armes océaniques, d'armes américaines. Malgré cela, la Russie n'a même pas encore utilisé toute sa capacité. Elle utilise seulement 10%. Et les Occidentaux pleurent déjà que non, il manque de munitions. Vous comprenez déjà la différence. Donc, lorsque les Occidentaux disaient que non, la Russie n'a pas la capacité, les pays membres de l'OTAN ont un grand budget et tout. Eux, ils réfléchissent sur le côté budget. Donc, l'Amérique dépense 800 milliards de dollars pour son budget militaire. Mais les matériels de guerre américains sont chers, sont coûteux. Ce qui n'est pas le cas des matériels de guerre russes. Je prends le cas du F-35. Le F-35 qui coûte des milliers de trucs, 2 millions. Hein? Pour avoir un seul avion, c'est des milliers de millions. Peut-être 60 ou à 100 millions. Je ne sais pas. Ou 600 millions. Avec 600 millions de dollars, la Russie te fait sortir le même avion, mais à plusieurs exemplaires. Est-ce que vous comprenez même? C'est-à-dire le F-35 américain qui coûte, je prends un exemple, 100 millions de dollars. Un seul avion, 100 millions. Avec 100 millions, la Russie peut te faire au moins 5 Sukhoi 57. Donc, vous comprenez? Ne regardez pas
L'histoire de dire, lui là, il met assez d'argent dans son budget de défense. Donc il est fort que celui qui met un peu. C'est du n'importe quoi. Sinon, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, on n'allait plus parler du truc que l'Arabie Saoudite se sent menacée. Les Saoudiens, combien de trucs d'argent ils ne misent pas. Mais regardez leur budget de trucs de défense. Ils mettent les dollars. Mais les Iraniens, avec le peu de moyens qu'ils ont, ils sont surarmés. Entre une guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, l'Iran rapporte la guerre vite fait. Avec le peu de moyens, les Iraniens ils réussissent à fabriquer des milliers de drones, des missiles à longue portée, des missiles balistiques. Ils arrivent à envoyer même des satellites dans l'espace, ce que les Saoudiens n'arrivent pas à faire. Donc ne regardez pas le budget de défense. Faites très attention. C'est important, mais ça dépend comment le pays utilise son budget de défense. Et les Européens, eux, ils ont un esprit occidental. Ils pensent que quand tu as plus des trucs d'argent dans ton budget de défense, alors c'est que tu es puissant que l'autre. C'est du n'importe quoi. Ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir du tout. Prenez le cas d'Israël. Israël mise combien dans sa défense? Et l'Arabie Saoudite mise combien dans sa défense? Mais est-ce qu'entre Israël et l'Arabie Saoudite, s'il y a affrontement, mais Israël va remporter la victoire? Non, je prends ces cas-là pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu mets ça dans ton armée que tu es plus fort que lui qui mise un peu. Les Américains, leur matériel de guerre sont chers. Et puis, ils ont plusieurs bases militaires à travers le monde. Ils doivent entretenir ça. Et l'argent qu'ils misent, ils doivent payer les soldats. Ils doivent entretenir leurs bases militaires à travers le monde. Et quand leurs avions tombent en panne ou les chars de guerre tombent en panne, pour les réparer là, c'est plus coûteux qu'un char de guerre russe qui tombe en panne. Lui là, pour réparer là, c'est moins cher. Mais un char de guerre américain qui tombe en panne, pour réparer, c'est cher. Est-ce que vous comprenez? Je prends le cas. Par exemple, en Russie, le salaire d'un citoyen lambda, c'est 600 euros. Est-ce que vous comprenez? 600 euros. Mais avec les 600 euros, ce citoyen russe, il peut louer sa maison, il peut payer son électricité, il peut payer son gaz, et puis il est à l'aise, il peut payer ses vêtements. Avec les 600 euros. Mais celui qui est en Occident, quand il voit ça, il dit, ah, mais ceux-là, ils sont pauvres, ils n'ont rien du tout. Oh, salaire 600 euros. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que lui, il pense à son salaire. Parce que soit il gagne 2000 euros, ou bien 1200 euros, ou 1300 euros. Il pense qu'il vit mieux que celui qui touche 600 euros. C'est du n'importe quoi. Ça dépend. Lui, il touche 600 euros. Mais les denrées alimentaires coûtent combien dans son pays? Les maisons, là, ça coûte combien dans son pays? Le prix de l'électricité par mois, là, c'est combien il paye? Maintenant, toi qui touches 1500, 2000 euros, là, toi, quand facture d'électricité vient, là, c'est combien? Quand pour gaz vient, là, c'est combien? Quand tu vas au marché, au supermarché, pour faire le marché, là, les aliments, là, coûtent combien? Voici ce qu'il faut regarder. Et donc, tu peux avoir tes 2000 euros et puis vivre la misère. Et puis celui qui a ses 600 euros, là, il vit bien. Il fait la vie de louga. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Chaque fin du mois, il a ses 600 euros. Et quelqu'un qui est en Europe, il a ses 1200 euros. Mais lui qui est en Côte d'Ivoire, il va mieux vivre que celui qui est en Europe. Ah oui? Attends, un jeune qui vit, il a ses 600 euros par mois. Ces 600 euros, ça va lui faire combien? Peut-être ça va lui faire au moins 350 000. Mais il est heureux. Ou bien ça lui fait 400 000. Mais tiens, il vit sa vie. Il a 400 000. Mais c'est comme s'il est professeur. C'est comme s'il était un professeur. Et donc, s'il est seul, ben, il vit bien. Mais ce même qui a au moins 1200 euros par mois en Europe, il ne vit pas bien. Il ne peut pas bien vivre. Et c'est ça le cas des Russes. En Russie, la vie est moins chère qu'en Occident. Donc, les Occidentaux, ils comparent la Russie. Ils comparent, non, pourquoi les citoyens russes, ils ont un petit salaire. Ici, en Europe, les gens ont un gros salaire. Mais ce ne sont pas les Russes qui viennent acheter des trucs, qui viennent faire du tourisme. Si leur salaire ne leur suffisait pas, comment se fait-il que ces mêmes Russes-là, ils viennent faire du tourisme
dans vos pays, ils viennent, ils achètent des vêtements de luxe. C'est parce que avec leur maigre salaire, ils réussissent à faire des économies pour pouvoir voyager et aller acheter certaines choses chez vous. Et quand ils arrivent chez vous, ils voient que non, tout est cher là-bas, mais chez eux, là, c'est moins cher. D'où le budget militaire russe. Quand ils disent que non, la Russie, le budget militaire de la Russie, c'est au moins 60 milliards. Je prends un exemple. Le budget militaire de l'Amérique, c'est 800 milliards. Ok. Mais avec les 60 milliards, la Russie peut fabriquer beaucoup d'armes. Et les 800 milliards là, les Américains, ils ne peuvent pas fabriquer beaucoup d'armes. Puisque leurs avions seulement, c'est cher. Tout ce qu'ils font pour faire entretenir un porte-avions, c'est cher. Pour entretenir un sous-marin, c'est cher. Et donc, la vie est chère. C'est comme si, en Amérique, si tu touches 1200 € par mois aux États-Unis, tu ne peux pas vivre parce que la vie est chère là-bas. Est-ce que j'ai menti? Vous qui êtes aux États-Unis, là, quelqu'un qui touche 1200 € par mois, est-ce qu'il peut vivre là-bas? Non, il ne peut pas vivre. Les Américains qui vivent aux États-Unis, c'est par semaine, ils sont payés. Par semaine, là, ils peuvent toucher 2000 $ par semaine. Ou bien ils peuvent toucher 1000 $. Donc, ça veut dire un citoyen lambda américain qui ne touche rien du tout, chaque semaine, il a 1000 $. Ce qui fait que dans le mois, là, il a ses 4000 $ ou 5 ou 6000 $ pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir espérer mieux vivre. Mais s'il gagne 1000 $ par mois, il va devenir clochard là-bas. Pourquoi? Parce que la vie est chère. Or, un citoyen européen qui touche 1000 $, il est heureux. Est-ce que vous comprenez? Il est heureux parce que le mode de vie de l'Amérique et celui de l'Europe, c'est différent. Donc, n'écoutez pas les Occidentaux. Hein. Il faut pas, ils vont vous dire, non, le budget militaire de la Russie est peu, et donc ils n'ont pas une armée forte. Non, non, non. Quelqu'un, leur budget militaire est peu. Mais pourquoi ils tiennent? Depuis 3 mois, 4 mois, ils tiennent. Or, ceux qui ont les plus grands budgets militaires colossaux du monde soutiennent l'Ukraine. Ils envoient les armes, toutes sortes d'armes qu'ils ont. Mais ils ne comprennent pas pourquoi la Russie tient. Tant que dans leur cerveau, ils n'ont pas compris que le monde ne fonctionne pas à la manière occidentale et que chaque pays a sa manière de gérer son budget militaire, chaque pays a sa manière de voir sa sécurité ou bien à sa manière de voir, de concevoir ses armes pour pouvoir mieux défendre sa sécurité, ils vont toujours faire des erreurs. Ils vont toujours faire des erreurs et ils seront dans toujours ces bêtises-là. Ils seront toujours dans ces bêtises-là. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire. La Russie est une force de frappe. Il y a un groupe de soldats qui se bat dans l'usine Azot. Ce groupe-là s'est rendu. Donc il y a un premier groupe qui s'est déjà rendu. Ils n'ont pas voulu faire jusqu'au boutisme, ils n'ont pas voulu mourir, ils se sont rendus aux forces russes. Et la Russie avance, hein, même si Severodonetsk n'est pas encore libéré, sur les autres fronts, la Russie gagne du terrain. Voilà. Donc la bataille du Donetsk est lancée déjà. Maintenant, les séparatistes russes ainsi que Hamza Kadyrov sont allés voir Poutine pour lui demander de ne pas cesser l'opération militaire qui se passe en Ukraine et que eux, ils sont prêts, ils sont déterminés à se battre jusqu'à ce que toute l'Ukraine soit prise. Donc ça, c'est le président Tchétchène ainsi que les séparatistes russes qui sont dans le Donbass, qui sont, ils ont fait une délégation pour aller voir le président russe pour demander à Poutine de ne pas arrêter l'opération militaire qui est en cours et que eux ils sont déterminés à prendre une très grande partie de l'Ukraine et même faire chuter Vladimir Zelensky en fait. Volodymyr Zelensky. Bon, je ne sais pas quelle réponse Poutine leur a donnée. Est-ce qu'il est prêt à leur accorder cela ou est-ce qu'il va leur dire non, ça ne sera pas la peine
prenez seulement le Donbass, le sud, et puis arrêtez. Donc, on va voir les jours à venir, on saura si ça évolue ou pas. Donc, voici un peu ce qui se passe en fait. Voici ce qui se passe. J'espère que tout le monde va bien. Oui, oui. Grande réserve de munitions russes qui se trouve en Transnistrie. Ça, c'est clair. Et ils le savent. Ils le savent. Mais la Russie n'a même pas encore touché. Hein. C'est 20 millions de tonnes. Non. Oui. 20 millions de tonnes de trucs de munitions qui se trouvent sur le territoire moldave en Transnistrie. Donc, 20 millions de tonnes. Vous comprenez, c'est pas petit. C'est pas 1 million de tonnes. Munitions. 20 millions de tonnes. Mais la Russie n'a même pas encore utilisé ça. Et on dit la Russie n'a plus de trucs de munitions. C'est du n'importe quoi. Et puis les Européens, ils sont conscients. Pourquoi Moldavie n'attaque pas truc en Transnistrie? Ils savent que là-bas, là, munitions qui est là-bas, là, c'est pas petit. La Russie a armé cette petite partie-là. Cette petite partie est armée jusqu'aux dents. La Russie leur a donné tous les moyens parce qu'ils sont isolés. Ils sont entre l'Ukraine et puis la Moldavie. Mais c'est une petite partie de la Moldavie. Donc, qu'est-ce que la Russie a fait? La Russie a pris le temps de leur donner les armes qu'il faut. Hein? A mis la plus grande réserve de munitions en Europe. 20 millions de tonnes là-bas. Au cas où ils sont attaqués, pour qu'ils puissent se défendre. Donc, pour détruire les 20 millions de tonnes là, il faut te réveiller matin bonheur. Il faut un pilonnage sans cesse pendant des milliers de jours. Eux aussi, ils ne vont pas rester tranquilles, ils vont se défendre. Voilà pourquoi, depuis là, les Ukrainiens, ils aspirent, ils veulent attaquer, mais ils réfléchissent. Ils ont, si on ouvre un front ici, là, c'est pas bon. Ils sont armés jusqu'aux dents là-bas. Il se peut qu'ils nous le fassent mal. Il se peut que, voilà, ils prennent, ils occupent une partie de l'Ukraine là-bas. Donc, les Ukrainiens, ils ont voulu tester, mais les gens, les Occidentaux, leur ont fait comprendre que là, il y a des armes, ils sont beaucoup armés, faites très attention. Ça fait qu'ils n'ont plus essayé d'aller loin. Oui, je pense que Poutine il va prendre Odessa. Quand il va prendre Odessa, c'est fini. L'Europe va prendre l'autre Ukraine et puis cette Ukraine n'aura plus accès à la mer. Maintenant, leurs céréales qu'ils vont produire, ils seront dans l'obligation de négocier avec les Russes pour pouvoir mettre ça dans les bateaux. Dans le cas contraire, ils n'ont qu'à mettre ça sur les trucs, les trains. Et l'Europe va beaucoup dépenser pour reconstruire l'Ukraine. Reconstruire l'Ukraine. Maintenant, le problème là, avec ces nationalistes ukrainiens, je doute fort. Parce que ce problème, je vois que parmi les Européens, d'autres seront réticents. Parce qu'au sein des pays européens, il y a une solidarité qui dit qu'au cas où un pays européen est attaqué, les autres pays européens doivent apporter leur soutien au pays européen qui est attaqué. Bon. L'opération spéciale qui se passe sur le territoire ukrainien, la Russie va prendre une grande partie. Mais l'Ukraine ne va pas accepter. Mais puisqu'elle ne va pas accepter, elle sera dans l'obligation de dire, bon, comme elle perd la guerre, elle va soulever un drapeau blanc pour dire, bon, on n'a qu'à stopper. Mais pourtant, en ne reconnaissant pas les territoires occupés. Donc, l'Ukraine là, cette Ukraine va vouloir un jour récupérer ses territoires. Maintenant, si elle fait partie de l'UE et qu'elle demande à l'Union européenne de les aider à récupérer ces territoires, pendant ce temps, ces territoires seront maintenant au sein de la Fédération de Russie. Ce qui veut dire que l'Ukraine va maintenant pousser l'Union européenne à attaquer la Russie parce que sous prétexte que ces territoires sont au sein de la Russie, mais eux, ils ne reconnaissent pas ces villes qui seront maintenant les nouvelles villes russes. Ils ne les reconnaissent pas en tant que villes russes. Mais dans la tête du Russe, ce sont ces villes.
Et donc, attaquer ces vies, c'est comme s'ils attaquaient directement la Fédération de Russie. Et donc, les intérêts vitaux de la Russie seront mis en mal. Ça sera un danger pour la Russie. Et donc, la Russie va riposter avec une violence, pas de la manière elle mène son opération, non. De la manière elle va riposter, ça sera très violent. Et donc, ce qui veut dire que l'Union européenne va rentrer en guerre avec la Russie. Est-ce qu'ils ont réfléchi sur ça? Parce que c'est ça. Avant de prendre un engagement, il faut avoir une réflexion de longue date. Il faut te dire, ah, si on fait ça, mais demain là, si jamais les Ukrainiens attaquaient pour dire qu'ils veulent récupérer leur territoire, puisqu'il y aura un accord entre les pays membres de l'UE, l'UE sera dans l'obligation d'aller aider les Ukrainiens ouvertement, officiellement, ce qui engendrerait une guerre entre le bloc occidental appelé l'Union européenne et la Russie. Ce qu'ils voulaient éviter jusqu'à présent, ça finira par arriver. Est-ce que les gens de l'Union européenne, ils sont beaucoup idiots pour accepter une telle démarche? Je n'en sais rien. Donc voilà un peu où on va. Donc voilà un peu. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne nuit. Prenez bien soin de vous et passez une très bonne nuit. Que Dieu vous bénisse.